Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Au risque de l'histoire. Alors nous étions perdus non pas dans les méandres de l'histoire précisément, mais dans les rigueurs du confinement et je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau avec toute l'équipe. Alors lieu d'échange et de discussion, de création mais aussi de changement, les conciles de l'Occident médiéval sont aussi le lieu d'une tension. Celle entre, d'une part, la centralisation pontificale et d'autre part, le pouvoir collégial des évêques. Au risque de l'histoire, vous propose de découvrir comment les conciles de la monarchie pontificale au XIe, XIVe siècle vont renforcer le pouvoir des papes. Mais, à contrario, comment le grand schisme d'Occident, une époque qui vit jusqu'à l'élection de 4 papes en même temps, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, comment donc ce grand schisme d'Occident va développer à l'opposé une nouvelle théorie du pouvoir dans l'Église, remettant en cause la papauté elle-même. Nous allons en parler aujourd'hui avec Pascal Montauban et Émilie Rosenby. Pascal Montauban, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes médiéviste, maître de conférences en histoire médiévale, donc, à l'université de Picardie Jules Verne. Alors, vous avez co-dirigé ce travail absolument monumental avec Jean-Robert Armogat et Michel-Yves Perrin, plus de 90 auteurs qui viennent d'universités internationales. Donc, une histoire générale du christianisme, des origines au XVe siècle. Il s'agit du tome 1. Il y a bien évidemment un deuxième tome. Émilie Rosenby, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes aussi maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'université de Franche-Comté, spécialiste d'histoire religieuse. Votre thèse porte sur le Concile de Bâle. Qu'est-ce que le Concile de Bâle ? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Et votre thèse va être publiée l'année prochaine, en 2021, chez un éditeur belge, si mes souvenirs sont bons. Brepols. Chez Brepols. Et vous avez tous les deux participé à cet ouvrage absolument indispensable pour tout savoir des conciles dans l'histoire, la dramatique conciliaire de l'Antiquité à Vatican II, paru au Septentrion, donc les presses universitaires du Septentrion, un ouvrage dirigé par Guillaume Cuchet, que nous recevrons, et Charles Mériot. J'ai oublié de dire que l'histoire générale du christianisme, des origines au XIVe siècle, au XVe siècle, est paru aux presses universitaires de France. Alors, les conciles médiévaux. Le terme de concile est un terme nouveau au XIe siècle. On le distingue facilement de ce qu'on appellera aussi les synodes. Alors, en fait, synode et concile, dans leur traduction française, sont des termes anciens remontant à l'Antiquité. Synode vient du grec synodos, qui veut dire chemin commun, cheminer ensemble, si vous voulez. Et concilium est, lui, un mot latin qui signifie assemblée. Et donc, dès les tout premiers siècles de l'existence de l'Église, on a employé de manière un peu interchangeable ces mots, l'un d'origine grecque, l'autre d'origine latine. Mais nous sommes dans une période, et c'est très important d'ailleurs pour notre sujet, où le droit se met en place, le concile entre dans le droit. Tout à fait. Les collections canoniques qui sont composées pour établir le droit de l'Église, c'est par exemple le cas du décret de Gratien au milieu du XIIe siècle, eh bien, ces collections reconnaissent les décrets conciliaires comme une source majeure du droit dans l'Église. Et à ce titre, les collections réfléchissent sur ce qu'est un concile. Et le critère de définition essentiel qui est retenu, c'est l'idée de réunir tous en un dans une intention commune. L'unité, la communauté d'intention est absolument essentielle pour définir l'assemblée.
Et dans le droit canonique, il y a aussi le souci de réfléchir aux différents types de conciles, d'essayer de discriminer parmi toutes les catégories de conciles quels sont les plus importants pour l'histoire de l'Église. Pascal Montauban ? Oui, parce que finalement, le Concile, quand on le prend là au XIe, XVe siècle, c'est une très vieille institution, une très vieille pratique et une très vieille institution qui a donné lieu déjà à des encadrements juridiques. La législation des conciles du premier millénaire a été recopiée, diffusée, a été intégrée dans des collections juridiques, à tel point que, justement, Émilie Rosenbly évoquait le décret de Gratien vers 1140, à tel point qu'on avait un tel foisonnement de normes qu'on ressentait le besoin de mettre de l'ordre dans toutes ces lois, ces règlements qui s'étaient accumulés dans toute la chrétienté depuis un millénaire. Et à partir de la fin du XIe siècle, courant XIIe, XIIIe siècle, on a un renouveau des études juridiques en Occident, en employant la méthode dite scolastique, qui est en fait au fondement de notre méthode rationnelle et critique actuelle. Et donc on a voulu faire un petit peu le ménage dans toutes ces lois, décrets conciliaires qui s'étaient accumulés pendant un millénaire. Quid du concile dit œcuménique ? Alors, le concile œcuménique, l'appellation, enfin disons le catalogue des conciles œcuméniques n'est en fait établi véritablement qu'à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, où l'on a trié dans les différents conciles et où l'on a décidé que n'était considéré comme concile œcuménique que les assemblées d'évêques appelés par le pape en communion avec l'Église de Rome et représentant, je dirais en théorie, tout le monde chrétien, sachant que par la suite on a élargi la question de l'œcuménisme. On ne pense pas à l'œcuménisme à l'heure actuelle comme à la fin du XVIe siècle. Mais auparavant, on avait quand même, dès les XIe, XIIe siècles, commencé à réfléchir à une classification des conciles. On n'employait pas le terme d'œcuménique, mais plutôt on opposait concile général et concile particulier. Donc le concile général était rassemblé par le pape et avait vocation à rassembler tous les évêques de la chrétienté, sous-entendu latine, alors que les conciles particuliers, eux, ne rassemblaient que des évêques de certaines circonscriptions, un concile provincial, un concile national à l'échelle d'un royaume ou autre. Oui. Émilie Rosenbly ? Oui, au sein de la tradition juridique de l'Église latine médiévale, il y a quand même le souci d'identifier des conciles universels qui ont une importance particulière. Et à cet égard, les 4 premiers conciles universels sont signalés à l'attention de tous les lecteurs et usagers du droit canonique comme devant être respectés au même titre que les 4 évangiles, ce qui les place très très haut dans la hiérarchie des normes chrétiennes. Et, donc ce sont les conciles du Credo. Voilà, tout à fait. Sur lesquels nous avons fait une émission avec le père Armogat et Paul Mattei. Tout à fait. Et d'autres canons recueillis dans le décret de Gratien proposent une liste un peu plus longue de conciles, 6, 8 conciles. Et à la fin du Moyen-Âge, il y a eu une période, dans la première moitié du XVe siècle, de très forte densité conciliaire. Une densité qui ne s'était jamais vue dans l'histoire. Comment l'expliquer, cela ? Alors, il y a eu 5 conciles généraux en 40 ans. De 1409 à 1449. Alors, c'est un phénomène fascinant qui s'explique par plusieurs phénomènes, plusieurs facteurs. Tout d'abord, la nécessité de trouver une solution au grand schisme d'Occident et de rétablir l'union dans la chrétienté latine. Mais il y a aussi une dynamique politique plus générale qui n'est pas propre à l'Église
latine, mais qui concerne toute l'Europe et en particulier les royaumes européens. L'Angleterre, la France, les royaumes ibériques également connaissent un grand dynamisme, un grand essor parlementaire pour négocier l'impôt, faire accepter l'autorité renforcée des rois. Et donc la dynamique conciliaire de l'Église intervient dans ce contexte et elle se nourrit aussi de cette dynamique. L'Église est bien de son temps. Alors là, nous sommes sur la période du grand schisme. On va revenir un peu en arrière sur le XIe siècle, XIe, XIIe, XIIIe siècle. Pourquoi réunir un concile, Pascal Montauban? Qui décide de la réunion d'un concile et qui participe à un concile? Alors, justement, entendons-nous sur le type de concile. Si c'est un concile provincial, c'est l'archevêque métropolitain, à la tête de la province ecclésiastique, qui convoque les évêques de sa province. Mais je pense que là, vous parlez des grands conciles généraux. Et d'ailleurs, je vais me permettre de nuancer un petit peu le propos de ma collègue, car finalement, en termes de densité de réunions de conciles généraux, même s'ils n'ont pas eu l'importance de la première moitié du XVe siècle, la période qui va de 1049 à 1184 est sans doute la période où l'on a réuni le plus de conciles généraux, puisqu'on en compte une centaine, présidés par le pape en personne, donc sans parler des conciles qui, pour certains canonistes, peuvent être considérés un petit peu comme conciles généraux de moindre valeur, mais des conciles présidés par délégats. Mais pourquoi au XIe siècle la papauté se met à réunir des conciles généraux à grande fréquence? C'est parce que les papes, à partir de Léon IX, donc qui monte sur le trône pontifical en 1049, ces papes entendent exercer leur juridiction sur l'ensemble de la chrétienté. Alors, ce ne sont pas des revendications nouvelles. Beaucoup remontent déjà au IVe, Ve siècle, ont été revivifiées au IXe siècle, mais on est dans le cadre d'une papauté appuyée par l'empereur germanique, dans le cadre finalement d'une sorte de césaropapisme, de collaboration entre le pape et l'empereur pour réformer l'Église. Et il se trouve que dans les quelques décennies qui suivent, la papauté échappe à l'empereur et entend s'appuyer sur l'épiscopat. Parce que finalement, réunir des conciles généraux, pendant le premier millénaire, il y en a eu un certain nombre, mais désormais, la papauté entend faire du concile général un moyen de gouvernement de toute l'Église latine, un moyen de diffuser les idées réformatrices, un moyen aussi un petit peu de resserrer les rangs dans l'épiscopat. Donc on réunit un concile pour, avant tout, réformer l'Église. Tout à fait. Mais la question est de savoir ce que l'on entend par réforme de l'Église. Et là, il y a vraiment un changement de contenu de ce concept, puisque, comme Pascal Montauban vient de le rappeler, le concile était d'abord un moyen de diffusion d'une réforme de l'Église par la papauté, donc un instrument de renforcement de l'autorité pontificale. Et lorsqu'on observe la situation à la fin du Moyen-Âge, on voit une toute autre configuration, puisque le Concile se saisit désormais de la réforme de l'Église pour tenter de contenir, limiter la monarchie pontificale. Et ce moment de bascule, comment est-ce possible? Comment le pape, de sujet, d'acteur de la réforme, en est-il devenu l'objet? Eh bien, ce moment de bascule, je crois qu'on peut le situer au cours du XIVe siècle. Il y a un premier jalon qui se situe dans les débats réformateurs préparatoires au Concile de Vienne en 1312. C'est un moment très important, je crois. Et bien sûr, les réflexions sur la résolution du grand schisme d'Occident imposent progressivement la solution conciliaire. Alors, vous parlez de Vienne, je parlais tout à l'heure de Bâle. Les conciles ne se déroulent pas à Rome systématiquement ?
Alors, tout dépend du type de concile. A priori, un concile Les rassemble... conciles généraux. Voilà, alors les conciles généraux. Sachant que, en réalité, la terminologie, la revendication du monopole du pape à rassembler des conciles généraux est clairement affichée dans un texte qui a été peu diffusé, mais qui est très révélateur de l'esprit de la curie romaine sous Grégoire VII. C'est le fameux Dictatus Papae, qu'on date de 1075, où un article dit bien que seuls les conciles présidés par le pape peuvent être déclarés conciles généraux. Et donc, les papes se mettent à convoquer des conciles là où ils résident, là où ça leur semble le plus commode. Donc, en théorie, c'est à Rome, et à Rome, dans la basilique du Latran, qui a le rang de cathédrale de Rome. Hein, nous avons tous, au début du XXIe siècle, l'impression que le cœur de la papauté à Rome, c'est le Vatican, et ça l'est devenu. Mais pour l'époque qui nous intéresse... La cathédrale du pape, c'est bien La Latran. cathédrale du pape, c'est Saint-Jean de Latran, la basilique du Sauveur, et le palais du pape principal, c'est le palais du Latran. Alors, le palais actuel a été reconstruit à la Renaissance, mais il y avait un grand palais qui s'était développé du IVe au XIIIe siècle. Et donc, le lieu, je dirais, naturel du rassemblement des conciles du pape, c'est le Latran. Et plusieurs conciles se sont réunis au Latran. Le problème, c'est que la papauté réformatrice n'arrive pas toujours à bien contrôler la ville de Rome et l'Italie centrale, parce que les intérêts temporels du pape se heurtent à la grande aristocratie, au groupe des marchands qui essayent de monter dans la société, ce qui fait que très souvent les papes sont obligés de quitter Rome, de s'exiler, parce qu'ils ne sont pas en sécurité à Rome, voire même pas en sécurité en Italie centrale, et il ne faut pas oublier aussi le facteur des querelles avec l'empereur. Ce qui fait que, au gré de leur itinérance, eh bien, des papes ont convoqué des conciles dans le nord de l'Italie, hein, par exemple à Plaisance ou Vérone, ou dans la vallée du Rhône, à Lyon au XIIIe siècle, mais même déjà un des tout premiers, finalement, un des premiers conciles généraux qui donne le là à la suite, c'est le concile convoqué par Léon IX à Reims en 1049. Comment se prépare un concile? Vous avez montré, en citant les Dictatus Papae, qui est ce fameux texte de Grégoire VII, qui a donné son nom à la réforme grégorienne, où on voit que les choses ne peuvent pas se faire sans le pape. C'est lui qui définit, avec ce qu'on appellerait la curie, l'ordre du jour d'un concile? Alors, peut-être, si vous me permettez de revenir à la question de la géographie conciliaire, parce qu'elle se diversifie encore au moment où les assemblées gagnent en autonomie par rapport à la monarchie pontificale, tout à fait. Donc, à la fin au XVe siècle, dans la première moitié du XVe siècle, là, on voit véritablement les assemblées décider elles-mêmes de leur lieu de réunion, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, il y a un éclatement géographique, un décentrement des assemblées et des lieux d'assemblée qui irriguent largement l'Europe et qui se déplacent vers l'espace du Saint-Empire romain germanique, la vallée du Rhin, et devient un pôle conciliaire. Il prolonge le Rhône qu'il était dès avant. Et donc, dans ce contexte de plus grande autonomie, dans le choix, dans la structuration des débats parlementaires, les assemblées se saisissent elles-mêmes de leur ordre du jour. Et elles définissent des procédures de délibération qui leur sont propres et elles nomment les commissions conciliaires qui sont chargées d'élaborer les projets de décrets qui sont ensuite débattus et votés, puis promulgués solennellement en session. Qu'est-ce que signifie le mot collégialité au XIe, XIIe, XIIIe siècle, Pascal Monthomain? Alors, la collégialité épiscopale
est un des fondements de l'unité de l'Église catholique dès les origines. Et il ne faut pas oublier que le Concile est l'expression de cette collégialité où l'on prend des décisions, où l'on édicte des normes, éventuellement où on rend des jugements, on tranche des litiges. Le premier concile de ce type est considéré comme étant celui de Jérusalem en 49. En 49, avec les apôtres. Donc c'est vraiment un mode de gouvernement et d'assemblée dans l'Église depuis les temps apostoliques. Donc, ce que l'on assigne au Concile, c'est d'essayer de définir une politique commune, pour prendre un terme peut-être un peu trop séculier, une politique commune pour gouverner l'Église, pour limiter des abus, pour permettre finalement aux clercs et aux fidèles de se perfectionner. Il ne faut pas oublier que l'objectif est avant tout religieux. Il ne faudrait pas n'avoir qu'une grille, je dirais, strictement politique dans la lecture de l'action des conciles. Il s'agit de définir une pastorale, au bout du compte, et des moyens d'accéder au salut. Il n'y a pas, enfin, encore une fois, ces conciles, vous avez montré leur importance, leur multiplication au XIe, XIIe siècle, s'inscrivent dans cette affirmation de la monarchie pontificale et aussi de ce mouvement juridique visant à unifier le droit ? Oui, alors unifier le droit... L'unification, je dirais, elle vient aussi a posteriori, c'est-à-dire que la législation promulgués par un concile, les décrets de concile créent des normes qui ne sont d'ailleurs pas forcément nouvelles. En réalité, on s'aperçoit que dans ces conciles, d'un concile à l'autre, il y a des canons qui sont repris mot à mot ou éventuellement légèrement modifiés. Mais en revanche, comme on est... l'organe, en théorie, central du gouvernement de l'Église, eh bien, la législation du Concile a vocation à s'appliquer à tous les chrétiens. Et c'est là que les canonistes la récupère, la met dans des collections. Alors, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que à partir de la fin du XIIe et surtout du XIIIe, XIVe siècle, la législation promulguée par le Concile est présentée de plus en plus comme la législation du pape, comme si c'était une législation propre au pape et comme si le Concile n'était que le cadre dans lequel on promulgue la législation. Mais cela permet néanmoins à l'évêque de Rome, le pape, de montrer qu'il agit de concert avec ses frères, les évêques, et donc qu'il s'inscrit dans la tradition originelle de l'Église catholique. Mais alors ces frères évêques vont un peu se révolter, en tous les cas une partie d'entre eux. Est-ce qu'on a une idée au moment où justement la papauté est remise en cause lors du grand schisme d'Occident, est-ce qu'on a une idée précise du nombre d'évêques qui souhaitent en quelque sorte faire basculer le pouvoir pontifical à leur profit en développant la collégialité ? Alors, c'est une question très profonde que vous posez là. Les assemblées qui se sont réunies dans le contexte du grand schisme d'Occident ne comportaient pas que des évêques. Elles incluaient des évêques, plusieurs centaines, 200, 300, d'une assemblée à l'autre, environ, ce qui représente une proportion importante. Et il faut compter aussi ceux qui se faisaient représenter par procureur. Donc ça représente une proportion tout à fait décisive. Par ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, l'usage était d'adresser les convocations conciliaires au-delà des seuls archevêques et évêques, de toucher un public plus large, des prélats, par exemple les abbés qui dirigeaient des communautés monastiques, mais aussi des institutions collégiales comme les universités, qui étaient appelées à envoyer d'imposantes délégations, mais aussi des institutions collégiales plus modestes, de taille en tous les cas, par exemple les chapitres
cathédraux. Et donc, j'ai récemment travaillé dans les registres capitulaires qui sont conservés de Notre-Dame de Paris. On peut suivre les débats du chapitre au début des années 1430. Ils reçoivent une convocation de la part du concile de Bâle et ils s'interrogent sur la pertinence de répondre ou non à cette convocation. Ils débattent pour savoir lequel d'entre eux les représentera le mieux auprès de l'Assemblée. Ils s'interrogent sur les pouvoirs qu'il convient de lui confier, sur l'indemnisation de son séjour à Bâle, etc., etc. Donc on peut voir là comment la réunion du Concile, à la fin du Moyen-Âge, crée un espace de débat très large dans l'Église et qui ne se restreint pas aux seuls évêques, qui les inclut bien sûr, mais qui les dépasse en partie. Donc oui, parce qu'il ne faudrait pas voir simplement les choses en termes de structure de pouvoir, mais plutôt aussi en termes d'effervescence intellectuelle. Oui, voilà. Alors, si vous voulez, il y a la tradition millénaire qui fait que ce sont les évêques qui gouvernent le peuple chrétien. Et donc le concile est le moyen de rassembler les évêques pour gouverner toute l'Église. Et il se trouve que parmi ces évêques, il y en a un, l'évêque de Rome, qui revendique une supériorité alors, d'honneur, mais aussi de juridiction sur les autres. Et puis il y a aussi tous les autres membres du clergé. Et il ne faut pas oublier qu'à partir du XIe siècle, on a insisté sur la distinction qui existait auparavant, mais on a vraiment insisté sur la distinction entre les clercs et les laïcs. Et dans les clercs, vous avez des évêques qui sont hiérarchiquement les plus importants, mais vous avez aussi une grande quantité d'autres types de clercs, prêtres, diacres, même simples clercs, dans des églises paroissiales, dans des collèges, et puis dans cette institution nouvelle à partir des XIIe, XIIIe siècles, qu'est l'université, mais qui est une institution de clerc, au sens canonique du terme. Ce qui fait que ces gens veulent aussi avoir voix au chapitre. Alors, les abbés, dès les XIe, XIIe siècles, on a l'habitude, et même déjà à l'époque carolingienne, on a l'habitude de les convier. Les représentants des chapitres, ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'on commence à les convier, et ils n'assistent pas forcément à l'intégralité du concile. Par exemple, au concile de Lyon II, en 1274, le pape Grégoire X fait voter une décime, c'est-à-dire une taxe sur les revenus du clergé pour financer une nouvelle croisade. Une fois que la taxe a été votée, les représentants des chapitres cathédraux sont congédiés et ne restent que les évêques et les abbés. Mais on voit dès le XIIIe siècle que l'on a l'habitude d'ouvrir un petit peu le concile, et c'est quand la papauté déraille un peu, pendant le grand schisme, que là, d'autres corps de clercs essayent de prendre la parole. Il y a une sorte de dialogue finalement, parce que un concile général, c'est aussi un moyen de prendre le pouls de l'Église, la réalité du terrain. Ce n'est pas une relation verticale. En tous les cas, c'est une relation verticale, mais l'information remonte. Tout à fait. Réunir un concile, c'est un moyen de représenter l'Église, de la réunir en un lieu et de la faire exister institutionnellement de manière large. Et la représentation était une notion absolument essentielle au Moyen-Âge. Alors bien sûr, elle n'était pas pensée ni définie comme dans le contexte démocratique qui est le nôtre. La représentation était pensée dans le contexte très hiérarchisé de la société chrétienne médiévale, mais la représentation n'en était pas moins une réalité très puissante. Il y avait deux modalités essentielles de représentation. Il y avait une première représentation figuration. Le pasteur représente les clercs et les fidèles placés sous son autorité, donc l'évêque représente les clercs et les laïcs de son diocèse. Et ça, on le voit très clairement dans les actes du concile de Nicée, le premier en 325. Il y a la liste des signatures des différents évêques et ils sont ordonnés
dans l'ordre des provinces ecclésiastiques. Parce que cette représentation-figuration, c'est aussi une représentation géographique de l'Église. Et il y a un second mode de représentation qui se développe essentiellement à la fin du Moyen-Âge, qui se systématise, c'est la représentation délégation. Donc là, ce sont des institutions collégiales qui se réunissent pour choisir un représentant ou plusieurs représentants pour les institutions les plus puissantes. Et donc là, il y a un processus de délégation de pouvoir. Et l'institution qui désigne des représentants se trouve liée par les décisions prises par le Concile, tout spécialement. Et donc là, il y a bien un processus d'une nouvelle nature, et c'est la conjonction de ces deux types de représentation permet aux assemblées de la fin du Moyen-Âge d'atteindre un niveau de représentativité très élevé, de devenir très largement représentative. Et c'est aussi une question non pas seulement de personnes individuelles, mais de nombre, d'effectifs. Nicée I comptait 318 pairs, et c'est rappelé par toute la tradition canonique, mais les conciles médiévaux atteignent des effectifs très larges, qui avaient déjà été atteints auparavant, mais ce sont des assemblées très vastes, 500 membres environ à Pise, plus de 3000 à Bâle, sur 18 années de concile. Donc bien sûr, les 3000 personnes n'ont jamais siégé en même temps. Mais on atteint là des effectifs tout à fait importants quand il s'agit de prendre des décisions en commun. Alors, on va revenir sur cette tension justement entre force centrifuge et force centripète, mais je voudrais m'arrêter un peu sur les contenus du concile. Est-ce qu'on peut considérer que le concile de Latran IV, c'est le concile le plus complet qui soit sur la période que vous avez étudiée ? Alors, disons qu'il est considéré comme peut-être le plus important, en effet, par le nombre de participants. Alors, on n'a pas de liste tout à fait exacte, mais en collectant dans différentes sources, on arrive à reconstituer une liste approximative, mais tout à fait fiable, sans doute. Nous sommes en 1215. Oui, donc oui, en 1215, pardon. Et on estime qu'il y a à peu près 400 évêques présents, et 800 abbés venant de toute la chrétienté et d'autres types de clercs. Donc là, on a un nombre énorme. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que, je dirais, plus il y a de monde, plus proportionnellement la part des évêques est petite. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans l'évolution des conciles à la fin du Moyen-Âge. Parce que c'est finalement, non pas mettre en minorité, car vous savez, il y a la major pars et la senior pars, c'est-à-dire il y a la majorité quantitative et la majorité qualitative. Sachant d'ailleurs que dans les conciles, très rapidement, on est arrivé à un vote quantitatif. Mais tout cela pour dire que le concile de Latran IV est exceptionnel par rapport à ceux du XIIe et même du reste du XIIIe siècle, par le nombre de participants. C'est un concile qui a été préparé de longue date. C'est le premier concile à être préparé de longue date, puisque la convocation est envoyée 2 ans et demi avant la réunion du concile. Et que pendant les 2 ans et demi précédant la réunion, le pape a envoyé des légats, des sortes d'ambassadeurs plénipotentiaires, qui ont eux-mêmes convoqué des conciles dans les pays où ils étaient envoyés, qui ont développé une législation réformatrice, dont certains canons sont repris dans le concile général de Latran IV. On a mené des enquêtes, on est aussi dans le grand développement du droit canonique, de la procédure romano-canonique, ce qui fait que quand on veut juger quelque chose, on fait des enquêtes, on recueille des témoignages, on collecte des pièces, on ne juge pas, je dirais, à l'aveugle ou au petit bonheur la chance. C'est vraiment très préparé. Et Innocent III a assigné 3 grandes missions à ce concile général, la réforme de l'Église, l'organisation de la croisade et la lutte contre l'hérésie.
entre autres les albigeois. Donc ce sont des sujets qui sont préparés et dont les pères conciliaires débattent. Il peut y avoir des tensions lors des conciles, en dehors du pouvoir pontifical sur lequel on va revenir. Voilà, alors au XVe siècle, il y a vraiment des débats, et les conciles durent très longtemps. Pour la période XIe, début XIVe siècle, on a quand même l'impression que les débats sont limités. Il y a assez peu on a très peu de mentions de débats publics. Pour un ou deux cas, on a une mention de chahut où des évêques, des groupes d'évêques se mettent à faire un petit peu de chahut dans la basilique ou la cathédrale où ils sont rassemblés pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Vous parlez d'un évêque qui jette sa crosse et sa mitre. Alors oui, alors là c'est l'archevêque de Pise qui revendiquait la juridiction sur les diocèses de la Corse, de l'île de Corse, sur lesquels s'exerçait la juridiction de l'archevêque de Gênes. Et donc au concile de Latran II, si je ne me trompe, le concile tranche en faveur de l'archevêque de Gênes et mécontent, l'archevêque de Pise jette sa mitre et sa crosse au pied du pape et la délégation pisane quitte le concile sans avoir demandé l'autorisation parce qu'a priori on est convoqué à un concile et il est obligatoire de venir sous peine d'excommunication, ou alors il faut vraiment avoir une bonne excuse. Et quand on veut quitter le concile, avant la fin, il faut avoir le congé du pape. Et donc là, en effet, il y a eu un coup d'éclat de ce type, mais finalement, on a assez peu de coups d'éclat. Émilie ? Oui, les conciles de la fin du Moyen-Âge sont riches en tensions, en conflits, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que le concile doit trouver un consensus. C'est un critère de définition de la notion de concile, et c'est rappelé par Isidore de Séville, qui rédige une encyclopédie au tout début du 7e siècle. Il est cité à ce sujet dans le décret de Gratien, et tous les auteurs qui réfléchissent à ce que c'est qu'un concile, ce que cela doit être, signalent cette nécessité impérative de s'entendre. À l'image un peu du concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire, entre guillemets. Et donc, on peut discuter de choses très brûlantes. Par exemple, à Bâle, au concile de Bâle, dans les années 1430, il y a eu un débat sur le fait de savoir si l'on devait recevoir les représentants du pape comme président de l'Assemblée. Donc, c'est sûr qu'ouvrir un débat là-dessus, c'est en soi une contestation, une limitation de l'autorité pontificale. Mais le débat ne produit pas nécessairement une décision radicale et un refus. Et d'ailleurs, les présidents, les représentants du pape ont été reçus comme présidents de l'Assemblée. Donc le débat permet de dégager un compromis. Et c'est vrai que les assemblées étaient très larges en termes de nombre, en termes de hiérarchie, mais il ne faut pas oublier l'importance de la hiérarchie dans les sociétés médiévales. Et donc, le vote majoritaire était pondéré par cette très puissante hiérarchie. Lorsqu'un évêque prenait la parole, lorsqu'un grand universitaire, dont les commentaires étaient célèbres, prenait la parole en assemblée, eh bien, leur parole pesait et les pairs de moindre rang hiérarchique intervenaient de manière moins fréquente et avec une moindre influence. Oui. Il y a une autorité, si vous voulez, qui peut être hiérarchique ou symbolique, mais une autorité que l'on respecte. Et le concile, pensons au mot, à l'étymologie du mot. Le concile, il concilie, il réconcilie, il doit être conciliant, si vous voulez. Hein. Et en grec, c'est ça, c'est un chemin uni, un chemin qu'on fait ensemble. Quel est le rôle des cardinaux ? Nous n'avons pas évoqué les cardinaux. Or, c'est une institution qui apparaît au 8e siècle, si mes souvenirs sont bons. Oui, alors en fait, on a au Moyen-Âge des clercs qui portent le titre de cardinaux, et ce n'est pas exclusif à l'Église de Rome. Les cardinaux ici dont on parle, ce sont les cardinaux de la cour pontificale, de la curie romaine, et là, c'est finalement une institution nouvelle,
on va dire renouvelée, mais en réalité nouvelle, qui se structure à partir de la deuxième moitié du XIe siècle, dans le cadre de ce renforcement de la monarchie pontificale. Et ce sont des clercs qui sont titulaires, pour les uns, des évêchés suburbicaires, c'est-à-dire des évêchés autour de Rome, comme Ostie ou Palestrina. Ce sont les clercs qui sont titulaires des églises en titre de Rome, des églises paroissiales, pour reprendre un terme plus générique. Donc là, ce sont des cardinaux prêtres. Et vous avez aussi les cardinaux diacres qui ont aussi en charge d'autres églises à Rome. Et ils jouent un rôle au moment de ces conciles ? Et donc, ces personnes jouent un rôle dans le gouvernement de l'Église romaine à partir de la deuxième moitié du XIe siècle. Et ils jouent un rôle quotidien et plusieurs fois dans la semaine, ils ont des réunions avec le pape que l'on appelle le consistoire. Et pendant la réunion des grands conciles généraux, le pape réunit aussi à plusieurs reprises les cardinaux à part dans des consistoires. Et dès le XIIe siècle, et encore plus au XIIIe siècle, on voit qu'un certain nombre de questions qui se posent dans le concile général sont en fait tranchées en consistoire, et ensuite la solution est avalisée par les pairs du concile général. Ce qui fait que certains historiens en sont venus à parler de concile consistoire. Et l'importance des cardinaux se voit même dans l'ordonnancement de la salle du concile, parce que les cardinaux sont tout près du pape. Ils sont aux places d'honneur, si vous voulez. Il n'y a que les patriarches qui, éventuellement, sont un peu plus près du pape. Est-ce que ce travail, finalement, en amont, qui impose une décision à des évêques, constitue une des causes de ce qu'on appellera le conciliarisme, qui est que voilà, le pouvoir des évêques vont vouloir que le pouvoir des conciles soit supérieur à celui des papes? Alors, les théories, je préfère parler de théorie conciliaire au pluriel plutôt que de conciliarisme au singulier, parce qu'en fait, on s'aperçoit lorsqu'on lit les traités, qu'on examine les discours prononcés, on s'aperçoit d'une extrême diversité de prises de position, d'opinion, et il y a là une dynamique intellectuelle de la controverse qui permet des prises de position extrêmement variables. Donc le terme de conciliariste, c'est intéressant, c'est un terme qui a été pensé à la fin du Moyen-Âge par notamment un auteur, un observateur de ces controverses qui a voulu composer une sorte d'encyclopédie de toutes les idées qui circulaient au XVe siècle sur l'Église, la manière dont il fallait la gouverner. Et donc, il a identifié des conciliaristes et des papistes pour essayer d'organiser la masse des analyses qu'il synthétisait dans son encyclopédie. Ce vocabulaire est intéressant, mais lorsqu'on lit un auteur, on peine à le classifier, plus encore lorsqu'on lit un texte. Donc il ne faut pas avoir une vision binaire. Non, je pense qu'il faut avoir une pensée très, très graduelle. Il faut imaginer une multitude de nuances, ce qui n'exclut pas des conflits d'interprétation très profonds sur le droit canonique, sur le corpus biblique également. Donc je ne veux pas du tout minorer la profondeur de la controverse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une palette, une nuance très très subtile de positionnement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lignes rouges qui ne sont jamais franchies. C'est-à-dire que les défenseurs les plus résolus de la monarchie pontificale ne remettent jamais en cause l'autorité conciliaire, sa légitimité, sa sacralité. Et de la même manière, les partisans les plus farouches du Concile général, et là je vous parle des années 1430-1440 qui sont sans doute les plus virulentes en termes de conflits, eh bien jamais l'existence de la papauté n'est remise en cause.
L'Église sans pape n'est pas pensée. C'est un impensé au XVe siècle. Oui, et en fait, pourtant, je me permets de rebondir, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Le terme de concile, on parlait du fait qu'il ait généré cette idée d'entente, mais il a donné aussi un autre terme, qui est le conciliabule. On peut déposer un pape pendant un concile ? Alors, oui. Si l'on part du droit canonique, dans le décret de Gratien, il y a un canon qui dit que nul ne peut juger le pape, sauf s'il dévie en matière de foi. Et le texte juridique ne précise pas, en ce cas, quel est le juge. Donc les commentateurs du droit canonique médiévaux ont réfléchi à quelle institution serait susceptible de juger le pape s'il déviait en matière de foi. Et là, le concile a été privilégié par la plupart des commentateurs. Dans le contexte du grand schisme d'Occident, lorsque 2 ou 3 papes s'affrontaient, eh bien, le jugement conciliaire des papes rivaux a été mise en œuvre. Donc, le concile de Pise a instruit le procès des 2 prétendants, Benoît XIII et Grégoire XII, et le concile de Constance, qui s'est réuni à partir de 1414, a lui instruit 3 procès. Et il a déposé 2 des papes et le 3e a prononcé son abdication. Et ce n'est qu'après ce long processus judiciaire que l'élection de Martin V a pu être organisée à Constance en novembre 1417. Pascal Montauban ? Oui, en fait, dans la pratique, déjà, par exemple, au tournant des 11e, 12e siècles, on considère que c'est finalement le concile qui déclare le bon ou le mauvais pape. Il ne faut pas oublier que dans la lutte entre les papes dits grégoriens et les empereurs, on a eu à plusieurs reprises des moments où on avait 2 papes face à face. Alors, il se trouve que, je dirais, l'Église catholique a tranché en disant, voilà, il y a le pape légitime et l'autre est qualifié d'antipape. Et finalement, les historiens ont très souvent tendance à considérer que les antipapes ne comptent pas, alors qu'à l'époque, des évêques et des fidèles les reconnaissaient comme le vrai pape. Et quand on avait 2 papes concurrents, en général, ils s'arrangeaient pour rassembler les évêques de son obédience, les évêques qui le reconnaissaient comme pape, pour que le concile déclare l'autre pape comme pape illégitime. Donc, dans la pratique, le concile, déjà, est considéré un petit peu comme l'autorité qui a la légitimité de dire si un pape est légitime ou pas. Et à partir du milieu du XIIIe siècle, certains opposants au pape en place font appel à un concile. Et c'est le cas de l'empereur Frédéric II Hohenstaufen en 1240, qui demande aux cardinaux de réunir un concile général pour juger le pape en place, Grégoire IX, qui lui n'a qu'une envie, il a excommunié Frédéric II déjà, et il n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de l'empereur. Et c'est aussi ce qui explique le fameux attentat d'Anagni en 1303, lorsque le représentant du roi de France, Philippe le Bel, donc son représentant Guillaume de Nogaret, va arrêter le pape Boniface VIII à Anagni. L'objectif, c'est de faire prisonnier le pape pour le traduire ensuite devant un concile, en espérant que le concile le déclare hérétique. Alors il se trouve que Boniface VIII, 3 jours après, est délivré, meurt 1 mois après, et que ses successeurs ont tout fait pour empêcher Philippe le Bel d'avoir le concile auquel il aspirait. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Il y a peut-être un mot, il y a eu un grand oublié de cette émission. Si la caméra pouvait un peu se diriger vers cette image, on voit, donc on a le pape, tous ses représentants, et puis on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et vous le montrez bien dans votre intervention dans cet ouvrage, le Saint-Esprit est toujours présent, que ce soit, j'allais dire, du côté du pape que du côté du concile.
Tout à fait. Le Saint-Esprit est invoqué pour légitimer les décisions conciliaires. Et dans l'article auquel vous faites référence, j'évoque le cas du Concile de Bâle qui a contesté assez fortement la monarchie pontificale. Il a voulu la circonvenir, la constitutionnaliser, la limiter. Et il s'est appuyé pour cela sur une légitimité, une inspiration du Saint-Esprit. Et donc, ce que rejouent les conciles médiévaux, ce sont les conciles apostoliques, et l'inspiration du Saint-Esprit est ici symbolisée par la colombe qui descend sur les pères. Voilà, cette inspiration par l'Esprit Saint, elle est déjà présentée pour le Concile de Jérusalem. Et c'est ce qui autorise les pères du Concile de Jérusalem à se départir de la loi juive. Le Concile de Jérusalem met fin à l'obligation pour les hommes de la circoncision, à l'obligation de suivre les règles alimentaires de la cacheroute, etc. Les Saintes Écritures, la Bible, est considérée comme inspirée par l'Esprit Saint. Pour changer les textes bibliques, il faut une institution inspirée par l'Esprit Saint. Eh bien, merci beaucoup Pascal Montauban, merci beaucoup Émilie Rosenbly. Histoire générale du christianisme, des origines à nos jours, finalement, parce qu'il y a 2 tomes. Il s'agit ici du premier tome, un livre que vous avez dirigé avec Jean-Robert Armogat et Michel-Yves Perrin, paru au PUF. Et enfin, ce livre qui montre bien cette tension que nous évoquions, La dramatique conciliaire de l'Antiquité à Vatican II, paru aux éditions universitaires du Septentrion, donc les éditions de l'Université de Lille. C'est un travail dirigé par Guillaume Cuchet et Charles Mériot, et nous espérons voir votre thèse l'année prochaine, donc en 2021, consacrée au Concile de Bâle. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur notre site internet ktotv.com et storiavoce.com. Vous y retrouverez les émissions, les anciennes émissions, notamment celles que nous avons réalisées sur les premiers conciles, les conciles du Credo. À très bientôt et restez fidèles à KTO TV.